toute une série d'actes de corruption qui ont été donnés. Abus de pouvoir, concussion, collusion, piston, etc. Toute une liste. Et donc des variétés, de sous-variétés de la corruption, la grande corruption, la petite corruption, la corruption directe, la corruption indirecte, la corruption passive, la corruption active, etc. Jusqu'à aboutir à une notion qu'a avancé la Banque mondiale dans un de ses rapports datant de 2010 et qui a nommé l'Algérie, la situation de l'Algérie, c'est la corruption discrète. En se référant sur les professeurs qui donnent des cours chez eux, en dehors des institutions d'enseignement dans lesquelles ils activent, les médecins, notamment les spécialistes qui désertent des structures hospitalières pour aller exercer dans des structures privées, dans le temps sur lequel ils sont payés dans les institutions publiques. Et un certain nombre de trucs. Le taxieur qui arrête de travailler à 8 heures, on lui éloigne comme alors que dans le contrat qu'il a signé, il doit arrêter de travailler à partir de telle heure. Voilà, c'est la Banque mondiale l'a dénommé corruption discrète. On est passé donc ensuite à les causes de la corruption. Les causes de la corruption? Qu'est-ce qui cause la corruption? Alors, toutes les analyses convergent sur 3 facteurs. C'est le mode de gouvernance des activités de l'État, bonne ou mauvaise gouvernance, sur le triptyque participation, aidez-moi un petit peu, ma mémoire, transparence et chefferie, c'est-à-dire la transparence, participation, les trois piliers de la bonne gouvernance. Qui peut me les rappeler? Voilà, donc c'est les activités de l'État, c'est le pouvoir discrétionnaire. J'ai des citations, on ne va pas y aller, t'as le PNUD, etc. Oui, la loi n'est pas appliquée à tout le monde, oui, le pouvoir discrétionnaire, des autorisations, les taxes et les contraventions, etc., qui ne sont pas, qui ne traduisent pas la loi telle qu'elle a été dictée par le législateur, mais telle que l'interprète celui qui va l'appliquer. Et donc, toute une série de causes inhérentes au mode de gouvernance des activités de l'État. Deuxièmement, c'est l'absence ou la faiblesse de l'État de droit. Là aussi, il y a pas mal à dire. Les juristes, Abdel peut nous dire beaucoup de choses là-dessus, lui qui a vécu dans les tribunaux, et la faiblesse des salaires. Alors là, j'ouvre une parenthèse. C'est vrai que personne n'est contre pour élever les salaires. Mais les salaires, c'est la rémunération du travail, les économistes le savent. Le profit, c'est la rémunération des entreprises, du capital, et le travail, c'est la rémunération du travail. Donc le produit national se subdivise dans ces 2 catégories. Tant qu'on produit des richesses, tant que le revenu augmente, les salaires augmentent. Mais tant que le revenu n'augmente pas, ou bien il est lié uniquement à la rente des hydrocarbures, donc dans des conditions où la rente des hydrocarbures augmente, on peut augmenter le salaire, mais si elle baisse, c'est déjà là. Et donc on est dans la quadrature du cercle. Augmenter les salaires, c'est augmenter le pouvoir d'achat. S'il n'y a pas en contrepartie une augmentation des biens et des services, ça se traduit par l'inflation ou le recours à l'importation. Et donc là aussi, c'est des devises qui vont déverser à l'extérieur au détriment de ce qui peut être édifié comme structure de développement dans le pays. Donc c'est la quadrature du cercle dont on n'est pas sorti.